Levé à 2 heures du matin. Départ des bus, 3 heures. Arrivée, 3h30. La sirène, 4 heures. Casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point c'est tout. Les travailleurs se rendent compte que toute journée, toute heure perdue pour la production est une cause d'appauvrissement général. Me voici à l'usine, établi. L'embauche a été plus facile que je ne l'avais pensé. Timide et inquiet, j'ai répondu comme les autres. Rien aux questions sur les diplômes. Rien sur les qualifications ou ce que je sais faire de particulier. Même pas le BEPC. Je pouvais lire dans les yeux de mes camarades de file l'humiliation de ce rien. On n'emmène pas large quand on vient quémander un petit emploi manuel. Un demi-campagnard un peu ahuri, ça ne fera pas d'histoire, ça. Suivant. D'ailleurs, pourquoi l'embauche d'un ouvrier à la chaîne serait-elle compliquée? Suivant. Bon pour la visite médicale. Recrutement complexe et profil de poste, c'est quand on est quelqu'un, mais quand on est personne. J'ai une piètre mine. Le laminage des convulsions de l'après-mai 68. Un été de déchirement est encore inscrit sur mes traits. En ce début septembre 1968, Citroën dévore de la main-d'œuvre. On travaille dans l'instable. Vite entrée, vite sortie. Remets-toi là, quelques mouvements musculaires, radio, pesage, bon pour le service. Vous êtes affecté à l'usine de Choisy. Présentez-vous lundi matin, 7 heures, à l'agent de secteur. Le poste d'entrée de l'atelier est tenu par le pontonnier, Kamel. Il fait monter chaque carcasse de la cour, accrochée à un filin. Les cadences infernales dont parlent les tracts me représenter la chose à un rythme plus rapide, à un enchaînement saccadé et vif. Les 2 chevaux arrivent sous forme de carrosserie clouée, simple assemblage de coups ferraille. Ici, on coupe les morceaux. Tiens,
les carcasses de 2 chevaux qui passent devant nous. Comme un long glissement glauque, je me sens progressivement anesthésié. Faut accrocher à la chaîne. La carrosserie commence son art de cercle. Elle passe devant chaque poste. Limage, ponçage, martelage, pas d'arrêt. Compris? Hein? Et vite, on va sur la caisse suivante, t'arrives et tu recommences. Tu travailles vite. T'auras quelques secondes de répit. Allez. Intensifiant son effort, un ouvrier peut remonter la chaîne. Il accumule un peu d'avance. Il aura amassé, au bout d'une heure, le fabuleux capital de 2 minutes d'avance. Le temps d'une cigarette. Si tu travailles 30 ans, c'est cool. 50 cm perdus, 30 secondes de retard et une jointure mal faite. Et il faut recommencer parce que la voie est trop loin. Car la nouvelle carcasse avance de sa régularité stupide de masse inerte. Dans les interstices de ce long glissement gris, j'entrevois une guerre d'usure de la mort contre la vie. Sauf que la vie se rebiffe. Les muscles et les nerfs résistent. Quelque chose, dans le corps et dans la tête, s'arc-boute contre la répétition et le néant. Cette soudure ratée, cette grimace, c'est la vie qui s'accroche. Au bout du circuit, tout part dans un tunnel roulant. Pour le moment, t'as qu'à regarder. Mais maintenant, c'est bizarre. Si ton métro, ça fait une fois, ça va pas. Bah, si du temps, ça roule pas tout, ça va pas non plus. Regarde comme tu fais. Le travail de Mouloud est de faire disparaître l'interstice entre les parties métalliques qui constituent la courbure au-dessus de la fenêtre avant de la 2 chevaux. Il prend de la main gauche un bâton d'une matière brillante, de la main droite son chalumeau. Coup de flamme. Une partie du bâton fond. Mouloud étend soigneusement cette matière à l'aide d'une palette de bois. La fissure disparaît. Non, ça ne m'a pas l'air trop difficile. Pourquoi ne me laisses-tu pas essayer? Tu commenceras toujours assez tôt. Midi et quart, cantine. 3 quarts d'heure pour manger. Soupe la fesse. Non, ça m'intéresse pas, c'est pas bien. Moi, j'ai la famille des enfants là-bas en Kabylie. Pas comme sa tête. Lui, il est célibataire, il peut s'amuser. La revue porno, dans la poussière et la crasse des combinaisons grisâtres. Impression pénible, fantasme de prisonnier. Allez, à toi maintenant. T'as vu comment faut faire? Je m'embrouille dans l'ordre des opérations. Le coup de palette, le chalumeau, le bâton main gauche, le chalumeau main droite. Moi je n'y arrive pas, c'est la panique, chacune de mes soudures est à refaire. Écoute, ça sert à rien de t'appeler comme ça. Arrête un peu, regarde comme je fais. Il travaille avec application et régularité. Pas de gestes ni de mots superflus. Pourquoi ses bras et ses doigts savent-ils travailler et pas les miens? Je suis un peu, manœuvre. Moi qui ne sais rien faire, on m'a embauché comme OS, ouvrier spécialisé. Dans la hiérarchie, il n'est pas grand-chose, c'est pourtant au-dessus de manœuvre. La répartition est raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle. Les Arabes sont M2 ou M3. Les autres immigrés européens sont en général OS1 et les Français OS2 d'office. On devient OS3 à la tête du client, au bon vouloir des chefs. 6 heures moins le quart. La chaîne s'immobilise. Mouloud vient de finir la 148e voiture de la journée. Salut. À demain. Je reste un instant dans l'atelier qui se vide. La tête bourdonnante, les jambes incertaines. Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. L'insulte et l'usure de la chaîne, tous l'éprouvent avec violence. L'ouvrier et le paysan, l'intellectuel et le manuel, l'immigré et le français. Des mois et des années là-dedans? Non. Non, plutôt la fuite. La misère, l'incertitude, des petits boulots, n'importe quoi. Je ne trouve pas le sommeil. Dès que je ferme les yeux, je vois défiler la procession sinistre des carrosseries grises de 2 chevaux. La sonnerie du réveil.
Déjà 6 heures. Je suis courbattu, aussi épuisé qu'hier soir. Qu'ai-je fait de ma nuit ? C'est pas encore ça, chef. Je sais pas s'il pourra. Il fait ce qu'il veut. C'est pas facile au début. Ah, c'est pas grave, on vient par trouver autre chose. Si c'est pas mon poste, hein. Putain, ça rend malade. Tout le monde me fait une prise de sang. C'est lui avant moi. Ils l'ont enlevé, comme on sait à des mal. Ils l'ont mis ailleurs, c'est tout. Jamais ils voudront reconnaître la maladie professionnelle de l'État. Jamais. Mais alors, pourquoi de prise de sang? Moi, ils me changeront de poste quand je vais faire. Vous l'êtes là. Allez, le suis ou merde. Allez, gars, c'est par là. Des escaliers, couloirs encombrés, terrifiant vacarme de détresse, allée où foncent les caristes, fait de froid, conflit de chaleur, une salle où le pas immense, tout un défilé de voitures colorées et brillantes, un choc après la grisaille qui est au-dessus de l'atelier de soudure. Je saisis tout ça, pas de charge derrière le contremaître, nous entrons dans une grande cage vitrée, son bureau. Il attend là, hein. J'attends sans rien dire, sans bouger. Je suis un peu gêné de mon échec à l'étain. Va lui montrer les vitres. Oh, t'as une espèce de poudre comme du talc pour éviter que le caoutchouc glisse. Viens voir. Qu'est-ce que c'est du talc? T'as un maillet. Il faut que tu vises correctement pour que le caoutchouc s'emboîte exactement. Le poste est au boni. Il faut que tu fasses au moins 320 vitres par jour. 32 vitres à l'heure. Ça va aller? Allez. Sur 3 vitres, j'en rate 2. Un gaillard a quitté son poste et sans me dire se met à gainer mes vitres. En 10 minutes, il en fait 6 ou 7. À la pause de 8h15, je le remercie. Moi, je sais rien. 3 Yougoslaves occupent des postes successifs au montage des serrures complètes. Travail délicat. Petite vis à placer dans les coins, on travaille vite. On arrive à recomposer nos 3 postes en 2. L'un d'entre nous peut être libéré en permanence, par roulement, pour aller fumer tranquillement aux toilettes, faire la conversation au fil de la sellerie. Georges, c'est le chef de bande dans la communauté yougoslave de l'usine. Chez Citroën, on concentre. A Choisy les Yougoslaves, à Javel les Turcs. Ils arrivent par village entier, trimballant intacte leur hiérarchie féodale. Vertigineux tourbillon de nations et de cultures que la misère et l'extension mondiale du capitalisme jettent en miettes dans les multiples canaux de drainage de la force de travail. Camarades turcs, yougoslaves, algériens, marocains, espagnols, portugais, maliens. Je n'ai connu que des bribes de votre histoire. Qui pourra jamais raconter cette longue marche qui vous a happé vers ce travail? Les vampires, recruteurs de main-d'œuvre, les laquais des multinationales venues écumer la misère, les bureaucrates, les passeurs, les bateaux, les camions surchargés, les cols passés à l'aube frileuse et l'angoisse des frontières. Cantine, 45 minutes. Reprise. Voilà,
3, hein. Une femme, 2 hommes, 2 coups de chevalets. Faire un siège, c'est planter dans la toile 50 crochets, 50 coups de pouce. Hein. Faut faire au moins 75 sièges par jour, 3750 coups de pouce. Hein, t'as compris? Bon. Alors vas-y, allez, au boulot. Et vous aussi, là, au boulot. Je regarde, rêveur, les pouces couverts de bandages des 3 autres, qui opèrent avec une rapidité mécanique. La femme travaille à toute vitesse, en pantoufles. Elle ne parle à personne. En fin de journée, elle dépasse toujours les 90 sièges. Elle fonce, inaccessible, murée dans son acharnement à produire. Il paraît qu'elle est là depuis longtemps. Comment fait-elle, cette femme machine? Si la fois continue comme ça, il va encore relever de bonnie. À cause d'elle, on est à 75. Avant, c'était 60 sièges par jour et on était 5. Maintenant, c'est 75, on est plus que 4. Merde! Breton, maladif et tuberculeux. Il s'appelle Christian. Novembre, les journées raccourcissent. Nous sortons le soir, il fait nuit. Nous reprenons à l'aube. Bah, il fait nuit. Non, mais faut attendre le samedi pour voir le jour. Merde! Je me suis forgé une petite tactique individuelle. Un effort intensif le matin, pour commencer. Un rythme plus paisible avant le repas, et après pour digérer. Bon, encore 2 et je m'accorde une cigarette. Jour est gris et froid, hein. C'est pris. Je suis fatigué dès le matin. Les odeurs mi-cœur. Où vont-elles toutes ces 2 chevaux? Tous ces objets qui dévorent Stéphane, Pavel, Sadoc, Mouloud, Christian ou la femme des sièges. Il est malade! Il est malade! Il faut l'envoyer à la ferme Richette! Mais il a failli tomber dans les pommes tout à l'heure! D'accord, je vais lui faire un pont. Ah oui. Ouais, on devrait classer. Pour moi, c'est fini pour le moment. Je quitte mon poste. Volupté de ne rien faire. Les premières minutes sont grisantes. Le médecin du travail. Tout le monde ici le hait. On l'appelle le vétérinaire. Le docteur, c'est un salaud. Il t'aurait dit l'aspirine à mort. Et pas content, la porte est ouverte. Non, chef, j'ai rien dit du tout. Tous les ouvriers savent que pour les médecins de Citroën, donner moins d'arrêt de travail, ça veut dire toucher plus de primes. Réexpédier Fissa les malades à la chaîne, c'est aussi ça, le rendement. Je rends le thermomètre. 40 degrés. Le fichu médecin me signe 3 jours d'arrêt. Je suis chez moi, au lit. Je songe avec violence à des choses douces. De la soie, la peau d'une femme parfumée. Pour rejeter tout ça, la poussière, le caoutchouc, le métal. Je plonge dans une fantasmagorie de soleil et de mer, de brisures chaleureuses. Tout est prêt. Les carrosseries, les engrenages, les machines retiennent leur souffle pour l'explosion de cette heure. Chacun reconnaît sa place, ses outils, les 50 cm² de son univers. Assis ou adossé, on se concentre pour savourer les 2 ou 3 minutes d'oisiveté qui restent. Allez, suis-moi. Allez, ça va. Bon ben, ça veut dire que je change de poste.
chaud. Tiens, tu vois, c'est ça les balancelles. D'accord? Bon, t'as une craie pour marquer les pièces défectueuses. Celle-là, c'est un hors touche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Bon. Alors vas-y, allez. Bonjour. C'est toi maintenant? Le manœuvre en charge des chariots est un Français, assez âgé. Je lui trouve une tête d'instituteur, de professeur. Pas le temps d'engager la conversation. Il a déjà filé avec son chargement de capot. Décrochage des balancelles. Nouvelle routine. Jamais je n'avais autant perçu le sens du mot économie. Économie de gestes, de paroles. Cette mesure intime d'énergie que chacun porte en lui et que l'usine pompe. J'ai mes habitudes. Saluer les Yougoslaves et Christian qui viennent bavarder aux pauses ou en fin de journée. Simon et ses chariots, l'air toujours inquiet. Un matin, il vient me voir à la pause. Il a l'air bouleversé. Est-ce que tu peux me prêter 100 francs? Ma femme est malade. Une pleurésie, on n'a plus un sou, c'est pour les médicaments. J'ai cette somme sur moi. Il paraît soulagé. Je lui demande pourquoi il est manœuvre et s'il ne peut obtenir de Citroën un emploi mieux payé. Écoute, ils ont déjà fermé les yeux pour me prendre. Je peux pas me plaindre. Faut que je me tienne à carreau, j'ai un casier. Un casier judiciaire. Il me raconte l'affaire. Sa femme constamment malade, les poumons. Les frais de médecin et les médicaments, je pouvais plus payer loyer. Huissier, saisie, expulsion. Putain, on se retrouve à la rue avec ma femme. Dans la précipitation, on a laissé quelques affaires personnelles à l'intérieur. Ah, c'est l'hiver, faut les récupérer. Je brise les CD sur la porte et je reprends les bricoles. Pour ce crime, violation de domicile, on l'a traîné devant un tribunal. 3 ans de prison avec sursis. 3 ans. Maintenant, il trimballe un casier, vit dans une peur permanente, se contentant des emplois les plus mal payés. Il file doux pourvu qu'on ferme les yeux. Les gardiens font des foules fréquentes à la sortie de l'usine. Et là, toi, oui, toi là, oui, toi. Ouvre ta serviette. Fais voir l'intérieur de ton blouson. Oh, ben ça m'a l'air bien gonflé, hein. Jamais. On finira la météo d'un quart. Pourtant, tout le monde sait bien qu'il se sert. Mais pour eux, l'impunité est assurée, même le pauvre type qu'on aura piqué à sortir un tournevis. Alors lui, il est sûr d'être licencié sur le champ. L'histoire de Simon m'a glacé. Il me raconte sa vie, par bribes. Un jour, entre 2 chariots de portière, il me confie soudain sa déception de n'avoir pas eu d'enfant et son angoisse de la solitude s'il arrivait malheur à sa femme. Il fait semblant de filer doux, et sa révolte est toujours là. Ah bah oui, c'est un putain, tu peux dire, ouais, merde. Il a des sournoiseries de gamin. Il s'exalte en me racontant mai 68 à Choisy, Junot, l'agent de secteur AI, pendu en effigie à la grande porte, l'usine occupée, barricadée. Je rendais de petits services aux camarades de piquet de grève. Mais toujours en douce, toujours en douce. Entre ses chariots, il rêve à haute voix de la Révolution et ses yeux pétillent pendant qu'il me parle. Mais dès qu'apparaît un chef, il rentre la tête et s'affaire à trimballer ses capots. Il y a, autour de la grande chaîne, une vie sociale touffue qu'exacerbe la présence de nombreuses femmes en sellerie. Christian a toujours un avis sur chacune. Un après-midi à la pause, les Yougoslaves sont là aussi. Plus loin, une blonde
très maquillée, est en grande conversation avec Dupré, le chef d'équipe. Ah, la salope, elle sort avec les chefs. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est pas facile la vie pour une femme seule, hein? C'est les chefs qui profitent, pas elle. C'est con. Il a raison, t'es un petit con. Quelques jours plus tard, je sors de l'usine avec Christian et nous recroisons la même femme dans la rue. Elle tient par la main un petit garçon. Elle marche droite, le dévorant du regard, tout à son orgueil de mère. Rien à voir avec la coquette que nous avons vue se mettre bien avec le chef. Tout ce qu'elle fait, c'est pour son gosse. Christian me jette un regard honteux. Plus jamais il n'a fait de réflexion sur les femmes de l'atelier. Nous sommes là, comme des imbéciles, à contrôler, retoucher, surveiller. Mais c'est nous qui sommes surveillés par ces surfaces lisses, toujours identiques, sans compter les chefs. On les voit s'agiter, les colteurs, les commerciaux. Ausculter la matière, on les passe civiques. Se demander si c'est pas trop chaud ou trop froid, pour la poignée. Nous on peut crever de sueur, hein, ou grelotter dans les courants d'air. Ils s'en foutent. Je vois pas. Nous les envoyés, nous sommes gris, Marseille, super, la colère, c'est Et il n'y a pas si longtemps, il y avait un noir, un grand costaud, qui parlait mal le français. Et tout à coup, il s'est mis à hurler, il s'est jeté sur les bagnoles en brandissant son tournevis. Elle avait la série de pas des ailes de capot, hein, avant qu'un troupeau de blouses bleues le maîtrise. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il était devenu? On lui fait une piqûre. Une ambulance l'a emmené à l'asile. À l'asile, ils l'ont gardé pendant 3 semaines, puis ils l'ont renvoyé chez lui, en disant que c'est pas grave, dépression nerveuse. Alors Citroën l'a repris. À la chaîne? Non, au poli, juste à côté de son ancien poste. Mais je sais pas ce qu'ils lui ont fait à l'asile, hein. Mais il était bizarre. Il parlait plus, il était des câbles, les yeux vagues, sans dire un mot. Mais presque sans bouger, là. Il mouvait comme une pierre, là, tu vois. Et un jour, on l'a plus vu. Je sais pas ce qu'il est devenu. Bernandez, d'être revenu tout de suite dans mon bureau. Décembre au Balancel. Qu'ai-je fait d'autre en 4 mois que des 2 chevaux? Je ne suis pas entré chez Citroën pour fabriquer des voitures, mais pour faire du travail d'organisation dans la classe ouvrière, pour contribuer à la résistance, aux luttes, à la révolution. Dans nos débats d'étudiants, je me suis toujours opposé à ceux qui concevaient l'établissement comme une expérience de réforme individuelle. Pour moi, l'embauche d'intellectuels n'a de sens que politique. L'usine est immense. 1200 personnes. On peut pas connaître tout le monde. Chacun ici est un cas. Chacun son histoire. Chacun remet sa tactique et tâtonne à sa manière à la recherche de l'issue. Qui peut imaginer qu'il fera une carrière d'OS? On rêve de rentrer chez soi, d'ouvrir un petit commerce. Beaucoup s'acharnent au tiercé. D'autres font des coups au dehors. Et puis il y a les trafics. Et le boulot au noir du samedi, du dimanche. Là, après la semaine de chaîne, on a toutes les chances d'y laisser sa peau. Christian, le breton tuberculeux, est toujours à la sellerie, exaspéré par le déroulement stupide des jours. 9h15 de coups de pouce, caoutchouc, siège. Par-dessus le marché, il se débat dans un sac de nœuds avec sa petite amie. La famille voit d'un mauvais œil que la fille fréquente un ouvrier. J'habite un foyer Citroën. Une discipline de caserne, on n'a pas de droit au soir. Maintenant, ils ont trouvé une chambre de bonne. Christian me raconte ses week-ends. Bah, comme on n'a pas d'argent, on reste au lit toute la journée à tricoter
Ligoté, côte à côte. Sûrement. Si l'occasion se présente, Christian fera quelque chose. Je lui ai parlé de la Chine, du Vietnam, Pas mal ton bouquin. et tout de suite, il a changé de sujet. Sadoc m'invite souvent à la chope, le café d'en face. Tu prends un nuit? Presque toujours, il reste silencieux devant sa bière. Il sourit, content d'avoir un peu de compagnie. Des bribes d'indications qu'il me donne, je comprends qu'il n'a pas de racines, même en Algérie. Tu sais, la guerre, elle a tout rasé. Hein. Personne qui écrit, il n'y a personne pour moi là-bas. Un jour, il est venu me voir très ennuyé. Son logeur l'avait mis à la porte. Il ne savait pas où dormir. Il avait peur d'être ramassé par la police. Je l'ai hébergé le temps qu'il retrouve une place dans un foyer. La peur fait partie de l'usine. Elle a le visage de tout cet appareil de répression qui nous entoure. Gardien, chef d'équipe, contremaître, l'agent de secteur aussi. Le nôtre, Junot, est un ancien militaire à la retraite. Si on nous appelle au bureau, on a toujours un petit pincement au cœur. Pourtant, la peur, c'est plus encore que ça. L'encadrement officiel de Citroën n'est que l'infraction émergée du système de flicage de la boîte. La peur cheval de l'usine, c'est la dictature des possédants par la toute-puissance des objets. Quand tout marche tout seul, et que le vacarme cumulé se répercute en permanence dans nos têtes, nous nous souvenons que nous sommes des hommes, fragiles qu'une machine. J'ai pris ma carte de la CGT. Mais de ce côté, c'est bien calme. La section syndicale gère le comité d'établissement. Cantine, colonie de vacances, heureux social, et y absorbe l'essentiel de ses forces. Non mais ça arrive parfois qu'un tract circule, qu'on dénonçait le sabotage du CE par le patronat. Ces jours-là, quelques gars rentrent au vestiaire une heure avant les autres, mais les chefs les font aussitôt remplacer, et la production continue comme s'il n'y avait rien été. Pour la plupart des ouvriers, le syndicat fait partie des institutions de l'usine. Au début du mois de janvier, je suis allé à la réunion annuelle de reprise des cartes. Il y avait 15 personnes, tout à la fédération. N'importe quoi. Pourtant, la résistance est là. Je la devine, enfouie dans les collectivités nationales immigrées, murmurée en arabe, en serbo-croate, en portugais, dissimulée sous une feinte résignation. Ou plus modestement, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Dans les attitudes aussi. Se tenir droit, veiller à son allure. À cet égard, le vestiaire me fascine. Tous les soirs, une métamorphose collective spectaculaire s'y produit. On veut sortir propre, mieux, élégant. Plus encore que dans l'analyse politique. C'est là, dans ces infimes manifestations de résistance, que je trouve mes vraies raisons d'espérer. Attends, il finira bien par se passer quelque chose. Et ce quelque chose se produisit enfin. Les prenez le tract là. Et les camarades qui ont été blessés à jamais là. J'arrive, gars. C'est peut-être la CFP qu'on tapait sur les gars à Japet. Au mois de janvier. La rencontre avec Primo d'abord. Puis une provocation de la part de Citroën en forme de note de service. Je fais la connaissance de Primo à l'occasion d'une distribution de tracts. Il fait encore nuit. Les ouvriers qui rentrent prennent le tract et le glissent dans leur poche sans s'arrêter. Seul un ouvrier, droit dans son manteau, fait halte. C'est vrai ce qu'ils disent là-dedans. On va quand même pas se laisser taper dessus par ces salauds sans jamais rien faire, hein. Bravo, camarades, vous avez raison. Vous n'avez pas peur et c'est bien. C'est bien. Il me serre la main comme s'il s'était agi de la signature d'un traité. Ce n'est pas un geste léger. Depuis quelque temps, les hommes de la CFT provoquent régulièrement des bagarres et essayent de terroriser les ouvriers qui prennent les tracts.
À Javel, il y a déjà eu des blessés sérieux. Manifester sa solidarité comme vient de le faire le petit homme en manteau, c'est courageux. Allez, salut les gars. Il faut que j'y aille. Tenez bon! Maintenant, je vois souvent Primo. Il travaille à l'atelier de peinture, au 84. Vapeur nocive, poumons attaqués, benzolisme et maladie du sang, mais aussi l'atelier le plus combatif. Primo est sicilien. Il parle très bien le français. Les responsabilités se sont abattues sur lui très tôt. Aîné d'une nombreuse famille paysanne, les mauvaises récoltes et le chômage du Mezzogiorno l'ont décidé à émigrer. Tout l'intéresse. Primo a une connaissance précise du système Citroën. Jamais il ne dit « nous les métallos » parce qu'il parle sans emphase. Mais quelque chose dans sa façon d'être l'exprime en permanence. Les métallos de Citroën, ceux de Fiat, ceux de Ford, ils font les mêmes gestes. Ils sont pris dans les mêmes engrenages. Primo ne s'empêtre pas d'abstraction. Le sort a fait de lui un ouvrier Citroën et c'est ici que ça se passe. Syndiqué de base, il n'a d'autre responsabilité que l'idée qu'il se fait de la dignité d'ouvrier. Vers le 15 janvier, une brève note de service de la direction affichée dans tous les ateliers nous avertit que dans un mois, la récupération reprendra. Récupération. Moi-même, retour de bâton de 1968. Pendant les grèves de la mi-juin, les ouvriers avaient obtenu quelques modiques avances. Nous, on l'avait pris comme un paiement des jours de grève. Mais Citroën ne l'entendait pas comme ça. À compter du lundi 17 février 1969, l'horaire de travail sera porté à 10 heures. La fin de journée étant fixée à 17h45. L'embauche reste fixée à 7 heures et la durée du repas du midi à 45 minutes. Attendez, la moitié des 45 minutes de travail supplémentaires par jour sera retenue à titre de remboursement des avances consenties au personnel au mois de mai et juin 1968. On lit comme s'il y avait une clause secrète. Pourquoi pas difficile à comprendre, merde? On va travailler à nouveau 10 heures par jour parce que ça les arrange, et là-dessus 20 minutes gratos. Ah, ça vous plaît pas, la porte est ouverte. Primo, ulcéré, avait aussitôt couru voir le délégué auquel il faisait le plus confiance, Klatzmann, pour lui demander comment la CGT avait l'intention de réagir. Klatzmann est discret et dévoué, mais submergé. Il conçoit plus la tâche comme une série d'interventions au coup par coup que comme un travail d'agitation. Il a promis de poser la question à la prochaine réunion CGT. Il revient 2 jours plus tard. Je suis embarrassé. Après consultation des bureaux CGT et des autres usines Citroën, il est apparu que le rapport de force ne permet pas d'engager une action. Alors, 68 des militants avaient débrayé sans être suivis. Hein. On ne peut pas se permettre de recommencer, ça découragerait la base. Ah bah, mais non, je suis furieux de revenir à 10 heures par jour. Je retrouve Primo au bistrot. Il faut s'organiser sans les syndicats. Le jour venu, il faut faire grève. Je suis d'accord. Je me chargerai avec l'aide des camarades de l'extérieur de tirer et de diffuser les tracts. Bien. Et puis, j'explique à Primo ma situation personnelle. Le fait que je sois établi. Il n'est pas surpris. Ça peut aider les ouvriers à voir plus large. Et ça peut amener les étudiants révolutionnaires un peu plus sur terre. Tu vois, toi aussi, il y a des enfants de bourgeois pour choisir l'autre camp. On fait un compte rapide de tous ceux que nous pourrons contacter. Reste à fixer une date de réunion. Vendredi. C'est bien, on termine plus tôt. Préparez la réunion. J'y m'y mets aussitôt. Profitant des pauses, de la cantine, du vestiaire, au café souvent. Et par la même occasion, j'entreprends d'expliquer mon établissement
à tous ceux que je pense connaître suffisamment. Si nous devons agir ensemble, le dissimuler serait malhonnête. J'en ai parlé à Sadoc. Je lui ai dit que j'avais fini des études pour être professeur. Alors tu pourrais vraiment être professeur ou travailler dans les bureaux. Ouais. C'est fou, tu es complètement barbu, toi. Les Yougoslaves, eux, enregistrent sans faire le moindre commentaire. J'ai rien, comme la plupart des autres. Ah bon? Et vous êtes beaucoup comme ça. Pourquoi on en parlerait plus que ça? À l'extérieur, ça paraît spectaculaire. Les journaux en font tout un plat. Ici, ce n'est pas grand-chose. Les bourgeois, là, ils s'imaginent toujours avoir le monopole des itinéraires personnels. Ils ont le monopole de la parole publique, c'est tout. Les autres vivent leur histoire avec intensité, mais en silence. Merde. Personne n'ignorait ça. Bien sûr. On le devient. À l'usine, on parle rarement de quelqu'un en disant l'ouvrier. Jamais. On dit la personne qui travaille à la soudure. La personne. Je ne suis ni l'ouvrier, ni l'établi. Je suis la personne qui travaille au balancelle. La seule vraie différence avec mes camarades, c'est que moi, je pourrais toujours reprendre mon statut d'intellectuel. Je me fais la promesse de rester à l'usine aussi longtemps que l'on n'en chassera pas. Vendredi 4h30. Nous sommes une vingtaine, réunis au Café des Sports. Georges et Simon est là aussi. Sadoc est arrivé en retard. Nous n'est pas là. Il m'a dit qu'il ne viendrait pas, mais qu'il était d'accord avec nous. Peut-être plus tard. Général, et la réunion sera brève. Organiser le refus de la récupération par la grève et débrayer tous les jours à 17h à partir du 17 février. La première chose à faire, il faut contacter le plus de monde possible. Pour ça, il faut rédiger un tract. Je suis d'accord. Oui. Je vois pas comment on peut y arriver. Ah, mais on connaît la situation. Hein. Moi, je peux regrouper pas mal de Yougoslaves, mais on s'arrêtera à 5h le 17 février. Ah, mais avec le sang par rivière, l'usine peut encore tourner. Hein. Ça ne bloquera pas la grande chaîne. En Chine, atelier 85 s'arrête, c'est gagné. Mais ici, il y a des gens du 85. Non, personne. Sur qui on peut compter exactement? Il y a une vingtaine de gars sur les 200, bien sûr que c'est peu. L'usine, c'est un monstre. Non mais Georges a raison. Une vraie grève, c'est bloquer la production. Sinon, on sera écrasé. Ce putain de système Citroën en sortira renforcé. Faut construire la grève patiemment. Tu comprends? C'est la guerre des classes, camarades. Au niveau lampisme. Et si un groupe allait couper le courant au début de grande chaîne, ça va leur pile. Ça va si 7 personnes ils vont sur le champ. On n'est même pas sûr d'arrêter la production. Non, il faut que ça bloque toute l'usine. Bon, écoute, sur la grande chaîne, il y a des Algériens, des Tunisiens, des Yougoslaves, des Espagnols, des Marocains, des camarades d'autres pays encore. Alors faut faire un bon tract. Faut traduire. Ah, 1000 exemplaires distribués à la grande porte en français, plus une centaine dans chaque langue. Si on fait ça, c'est bien. Alors, maintenant, rédigez le texte. Allez. Pourquoi nous refusons la récupération? On peut parler de la fatigue des journées de 10 heures. On peut parler des locaux insalubres. Et du racisme des chefs. Ah, Mais ça sert à rien de suivre ce soir. Si les patrons veulent nous faire travailler au bout de 12 heures par jour, pourquoi? C'est pour nous humilier. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, hein? Des chiens, fais ci, fais ça, et ferme ta gueule? Non. C'est une question d'honneur, il y a qu'à dire ça. J'aurais dit ce que Primo vient de dire d'un trait. On change 2-3 mots. Tout le monde approuve? Il faut une signature. Nommer le comité de base de Citroën choisi. On se réunira à nouveau vendredi prochain. Pour faire le point. Il est très froid. De l'autre côté, l'usine n'est plus qu'une masse sombre, inerte jusqu'à lundi. Je reste immobile un instant, brusquement vidé. La lutte commence ici, maintenant. Tant d'espoir, ça souffle. Alors, c'est spaghetti. On va les faire, oui?
découvre que les balancelles sont un poste stratégique. D'ici partent les éléments de carrosserie que Simon répartit tout le long de la chaîne. Désormais, les tracts prennent le même chemin. Simon, ravi, les enfouit sous sa veste avec des gestes de conspirateur. Les tracts font forte impression. Un camarade l'a lu en arabe et puis il est venu me serrer la main. Il s'arrêtera à 5 heures, promis. Nous affichons partout. Les chiottes sont un endroit de choix. À la deuxième réunion du comité de base, nous sommes une trentaine. Je garde de cette période le souvenir d'un fonctionnement naturel, presque paisible. Cette fois, les humiliations de la vie quotidienne ne se perdent pas dans un puits sans fond. Les chefs peuvent nous insulter. On leur a ouvert un compte secret. Chaque fois qu'ils alourdissent d'une nouvelle injustice, on se dit rendez-vous le 17 février. On a élargi notre horizon commun. Le matin à la pause, on s'installe sur la troisième marche de l'escalier qui monte à l'atelier de peinture. Au lieu des tâches de graisse et des sandwichs, on tient des petits meetings politiques à 6 ou 7. Faut attaquer les casernes pour prendre des armes. Dans ces cas-là, ce ne sont jamais les armes qui manquent. C'est quoi de s'en servir? Les armes, on en trouve toujours. J'arrête les balancelles et j'enlève mes gants. Lentement, pour faire voir autour de moi que je débraye. Simon s'est immobilisé aussi. Le vacarme, il me semble bien que ça diminue. Georges pose ses outils. Stéphane et Pavel remballent. J'écoute la grande chaîne. Oui, elle fait de moins en moins de bruit. Encore quelques coups de vrille, de marteau isolé et le silence. Il est 5 heures et 1 minute. L'atelier de la grande chaîne est arrêté. Mais tout n'est pas joué. Quelques dizaines d'ouvriers ont quitté leur poste. Et bon, ils sont restés sur place incertains. Le travail public les attend. Déjà les chefs sortent de partout. C'est maintenant qu'il faut être massif, avant qu'ils y parviennent. Georges et les Yougoslaves l'ont compris. Christian aussi, qui rapplique à toute vitesse. Et même Mouloud. Voici formés en petit cortège une cinquantaine d'ouvriers. Ils sont vers la grande chaîne de porte en porte. Convainc les camarades de débrouiller. Allons, Miskier! Avec nous, tu vas bien se bloquer partout. À partir de maintenant, tu travailles gratuitement, patron. Laisse pas tomber tes camarades qui débrayent. Nous allons transfert. On va essayer de faire débrayer les autres. Voilà, les chefs. Laissez travailler les gens. C'est une entrave à la liberté du travail. Je relève les noms. Nous sommes décidés à ne pas nous battre. Nous savons bien que c'est ce qu'ils cherchent. Un coup, une empoignade, et ce sera le licenciement immédiat. Vous n'avez pas le droit. C'est une vraie manifestation de quelques 200 ouvriers qui parcourent l'usine immobilisée. Les machines se sont tues. Toute l'usine s'est arrêtée pile à l'heure pour distribuer les tracts. Tous les ateliers sont arrêtés. Il y a plus de 400 grévistes. Pas une voiture n'est sortie après 5 heures. Maintenant, il faut tenir. Nous rédigeons un tract. Le nombre de grévistes, un nouvel appel à la grève. À nouveau les traductions, la Ronéo. Tout est prêt. Tard dans la nuit.
pas le sommeil. De brefs assouplissements, déchirés de vision. Des bidonvilles déferlent sur Neuilly. Une grande liesse de prolétaires sur les Champs-Élysées. La vieille société, tétanisée, voit incrédule se répandre une joie inédite, incompréhensible. Nous organiserons notre travail. Nous produirons d'autres objets. Nous serons tous savants et soudeurs, écrivains et laboureurs. Nous dissiperons l'abrutissement et la routine. Sadoc et Simon n'auront plus peur. Mardi 18 février. L'usine est conçue pour produire des objets et broyer des hommes. Ce mardi matin, dès la première heure, la machine anti-grève de Citroën s'est mise en marche. Hier, les chefs nous ont fait le coup du mépris. Aujourd'hui, changement tactique, ils sont présents. L'usine entière résonne de leur coup de gueule. Gravier m'a parlé au gardien. Va vers la pointeuse, reviens avec une liasse de fiches. Et chacun se demande, est-ce ma fiche qu'il a sous les yeux en ce moment? Il fait son travail, c'est tout. Casser la grève, c'est son boulot. À la cantine, Primo pense que les peintres tiendront. 86 sont moins optimistes. Tout est urgent à faire dans l'heure qui suit. Transport en retard depuis 15 jours. Un trafic déchaîné des fumiers. Pas moyen de faire 20 mètres dans l'atelier sans frôler l'accident. Émietté, éclaté en gestes indéfiniment répétés, notre travail peut être un supplice. Nous l'oublions parfois. Quand la relative torpeur et la régularité de l'atelier nous ouvrent le fragile refuge de l'habitude. Mais chef, ne l'oublie pas. Les voici arrivent. La fatigue multipliée par l'énervement. Prenons de plein fouet ce travail d'OS pour ce qu'il est. Insupportable. Ah, vous refusez de travailler 3 quarts d'heure de plus. Très bien. Nous allons vous montrer que vous restez à notre devoir. Vous êtes patient. Nous le sommes encore plus. C'est comme ça qu'on produit des voitures. En écrasant nos matières humaines. Bientôt 5 heures. À l'approche de l'échéance, la tension se fait plus dure. Et puis ça va très vite. 5 heures, départ vers les vestiaires et mobilisation des chaînes. En quelques instants, l'atelier s'est vidé d'un tiers. Les restants ne peuvent pas prendre. Trop à combler. À nouveau le café des sports. Faire le point. Tous, nous avons ressenti l'indifférence de ce débrayage en silence. Hier, c'était l'explosion de joie. Aujourd'hui, chacun des grévistes a quitté son poste et sans un mot. Les visages étaient graves. Et toute la journée, on s'est sorti éveillé. On a dû se réfugier au chiottes, hein, pour discuter. 300 grévistes, 100 de moins qu'hier. Et ça va, c'est tout. Oh, On a touché la Par barre. choisi, il ne se passe rien dans les usines Citroën de la région parisienne. On est isolés. La CGT a diffusé son tract contre la récupération la semaine dernière. Depuis, on les a pas vus. Il faut faire un tract pour les agents de secteur. Pas du tout. Mais si, pour les appeler à pas briser la Les grève. effectifs sont à la CFT. C'est eux les briseurs de grève officielle. On s'adressera
ça, votre travail ne devrait pas être un travail d'intimidation. Pour vous aussi, c'est une question de dignité, et le droit de grève existe. Rédaction laborieuse. La réunion a été longue. Et on ne trouve plus le mot. Déjà, le matin brusque, devant l'usine, 6h45, nous distribuons mon tract. Ça arrive d'un coup. 4 types. Ils hurlent. Foutez le camp. Les ouvriers veulent travailler. Si des chefs, des mecs de la CFT, il y a un blessé. Tout le camarade qui se fait les ouvriers. C'est ici. À la tranche Savez-vous ce que ça veut dire au moins en français, contrat de travail? Contrat de travail. On n'est pas dans un pays sauvage. Ici, il y a des lois. Dans des cas pareils, la direction a le droit de licencier son préavis. Et à ceux qui sont logés en foyer Citroën, il est rappelé que c'est une honte, à laquelle la direction a le droit de mettre un terme immédiatement. La France vous accueille, mais il faut respecter les lois. Ah oui. On commence. À l'approche de 5 heures, les dernières minutes d'attente, il est impossible de prévoir ce qui se passera. Et s'il y avait un sursaut général, encore plus de grévistes que le premier jour. 5 heures. Les contremaîtres, postés près des portes, menaçants. Le débrayage. L'atelier se vide en partie, assez pour arrêter les chaînes. Un peu moins massif qu'hier. Fais les comptes. Ils nous ont raboté 50 camarades. La semaine est presque finie. Tenir bon. Nous insistons sur l'illégalité des menaces de Junot. Nous glissons comme des somnambules vers l'aube du jeudi. Le visage creusé de Christian m'effraie. Raya, repose-toi, on va s'occuper de la distribution. Jeudi matin, Georges arrive sans s'être rasé, et il me semble que le manteau de Primo est froissé. Impensable. Cette semaine qui dure depuis toujours, quand finira-t-elle? Demain, c'est vendredi. Sortie à 16h15 pour tout le monde. La direction ne fait pas récupérer ce jour-là. Vendredi 21 février. Nous nous souvenons de l'exécution par les nazis du groupe Manoukian. Ouvriers, immigrés, résistants. Ceux de la fiche rouge, indomptables, abattus le 21 février 1944. Je suis content que ce 21 février ne nous trouve pas dans la défaite. Samedi, dormir. Nouvelle réunion dimanche. De l'avis général, il sera impossible de bloquer la chaîne une semaine de plus. Mais putain! Nous voulons continuer que sous demeure! Le soir même, nous rendons visite chez eux, aux grévistes que nous connaissons. Et par groupe de 2, une tournée dans les foyers, quand on nous laisse entrer. Lundi soir, malgré les efforts de la veille, malgré les tracts du matin, le nombre de grévistes tombe brutalement de moitié. La direction comble le trou sur les chaînes et assure grâce à des fumiers de régleurs la production jusqu'à la fin de la journée. Mardi 25 février, 7h-5. Je marche d'un pas rapide vers les balancelles. Sous ma veste, le paquet de tracts que je donnerai dans quelques instants à Simon. Mon poste. Gravier m'y attend. Tu es muté à l'annexe, rue nationale. Prends ton vestiaire, tu ne reviendras pas ici. Je commence à m'éloigner en hésitant. Je lance un regard impuissant à Simon. Impossible de passer les tracts. J'enrage de les avoir là sous ma veste. Tas de papier désormais inutile. Vestiaire. À la porte de l'usine, je montre mon bon de sortie au gardien. Il me fait signe de dégager d'une main molle. Un bref trajet. Le dépôt de pièces détachées Panhard, administrativement rattaché à Citroën Choisy,
croupis dans un vieil entrepôt. Ici, 11 personnes, dont un chef d'équipe et un vieux gardien à moitié sourd. Pendant que je me hâtais ce matin, mon cas avait déjà été réglé là-haut dans les bureaux et je ne le savais pas. Pratique courante de reléguer les gêneurs ou les militants syndicalistes trop encombrants. Le patronat est le seul maître de l'organisation du travail. Si la direction décide que vous êtes indispensable à la surveillance d'un KGB à un bon kilomètre de l'atelier où vous étiez implanté, vous n'avez qu'à obtempérer ou dégager. Ça, je le savais. Mais c'est un choc quand même. Tout me manque. Les allers-retours de Simon poussant ses chariots, les petits gestes d'amitié des Yougoslaves, les emportements de Christian, l'accent de Mouloud, les petits meetings de la 3e marche. Tout. Albert n'avait plus qu'une occupation vraiment importante au dépôt. Compter les jours qui le séparaient de la retraite. Il rêvait à haute voix de pavillons de banlieue, d'un avenir idyllique, de géranium et de matins silencieux. Il passait son temps à me démontrer avec force calcul l'opération ingénieuse de cumul de congés payés et de gratifications exceptionnelles qui allait lui permettre de partir à la retraite à 64 ans et 6 mois seulement. En 33 ans chez Citroën, jamais un arrêt maladie. Plus que 2 mois à faire. Et je bois le coup. Son autre sujet d'enthousiasme était la réussite sociale du fiston, devenu agent de police. Et tu comprends, il touche jamais rien de ses mains. Il travaille en gants blancs. Tout me séparait d'Albert, et pourtant j'avais l'impression de le comprendre. Quelques mois plus tard, après tout ça, je rencontre par hasard quelqu'un qui travaille au dépôt. Et le vieil Albert, il a pris sa retraite. T'es pas au courant? Ouais, il est parti à la retraite et 1 mois après, il est mort. Crise cardiaque. Image fugitive. Un vieil oiseau qui avait toujours vécu en cage. Le corps d'Albert avait été programmé pour 65 ans de vie par tous ceux qui l'avaient utilisé. 33 ans dans la machine Citroën. A choisi, les nouvelles étaient mauvaises. D'abord la poursuite du laminage de la grève, puis le démantèlement de notre comité de base. Simon, Mouloud, Sadoc et une partie des Maliens ont décidé d'abandonner à la fin de la 2e semaine et de se plier aux horaires. Ah bah la grève, proprement dite, en tant qu'action collective, était terminée. Ceux qui ont persisté ne faisaient que tenir un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Primo, c'était juré de pas plier. Bien sûr. Pareil pour moi, Christian, Pavel, Stéphane et quelques autres. Bien sûr. Sauf que brusquement, au début du mois de mars, la direction a déclenché une persécution sévère des ouvriers les plus actifs de l'ex-comité de base. Tombèrent successivement Christian, Georges, Stéphane, Pavel et même Primo. Ah non, rien à voir. Non, mais lui, ça a été le plaisir. Laminage, changement de poste à répétition. Puis un jour, ils lui ont envoyé un gars de la CFT. Il l'a traité de salaritol paresseux. Le bilan, un coup de poing et un licenciement immédiat. Et Citroën a même engagé des poursuites pour coups et blessures. Peu après, il avait trouvé à s'embaucher dans une entreprise d'instruments de précision, place d'Italie. Petite boîte, 20 ouvriers. Le
pris l'habitude de nous voir tous les vendredis. Il arrivait, ponctuel, raide dans son manteau noir. Nous allions boire un verre dans une grande brasserie du coin. Tu sais, notre grève, c'est pas un échec. C'est pas un échec parce que nous sommes tous contents de l'avoir faite. Et même ceux qui ont été forcés de partir. La direction a pris ça comme un avertissement. On s'en souviendra longtemps. Il y en aura d'autres. Tu verras. Il y en aura d'autres. Primo avait raison. Rien ne s'oublie dans la mémoire indéfiniment brassée de la classe ouvrière. D'autres grèves, d'autres comités s'inspireront des luttes passées. Primo avait raison. Et au moment où il me parlait, je ne le savais pas encore. Occupé à ruminer le rétablissement de l'ordre Citroën. Connaissent maintenant ma qualité d'établi. L'agent de secteur Junot me met à la disposition du contremaître Gravier qui me met sous les ordres du régleur d'Anglois. C'est moi. Suis-moi. Attends là. Non mais mets-toi là. Je suis affecté au transport des caisses dans la cour de l'usine. En fait, je remplace à moi tout seul un tronçon de chaîne. Mon nouveau poste s'intercale entre l'emboutissage et la soudure. Bon, à l'arrivée, tu entasses les chariots débarrassés de leur chargement pour les ramener à leur point de départ. 5 par 5. 30 fois 5 chariots de fer au retour. Compris? Après la case du comité de base, l'exil, maintenant les travaux forcés. Et plus vite. Mais presse-toi. Il n'y en a pas. De toute façon, t'es là pour en chier. Notre contremaître Gravier s'amuse à venir me chronométrer. Alors, attendez-vous. Comment ça vous casquette d'avance? Non mais ça va pas mon gueule, hein? Allez, une heure. Il s'est mis à me vouvoyer depuis qu'il sait que je suis universitaire et non ouvrier. Citroën m'est donc plus bloqué pour me faire prendre mon compte. Et le résultat est inverse. La haine contre d'Anglois, Gravier et ceux qui donnent des ordres, je la ressens comme un sentiment d'appartenance, un sentiment de classe. Essayez donc d'oublier la lutte des classes quand vous êtes ouvrier. Le patron, lui, ne l'oublie pas. Hein, voilà. Oh, Je n'ai connu Ali qu'un seul jour. Une bouffée d'air du grand large. La découverte de quelque chose de fraternel. Ce matin, dès mon arrivée, Langlois m'emmène dans un vaste bâtiment à l'extrémité de la cour. Un homme est là, debout. il te passera des caisses à chaque fois qu'il y aura un trou dans la production. Vu? 8h15, pause de 10 minutes. Je m'appelle Ali. Je suis fils de marabout. Mon père est marabout. C'est un homme très important, un grand religieux. J'ai beaucoup étudié l'arabe. Ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques, tu sais. Ils ont inventé beaucoup de choses. Ému,
Je commence une réponse un peu solennelle, cherchant mes mots pour dire que j'ai un grand respect pour la culture arabe. Et d'un coup, il me semble que je nous vois de loin, seuls, dans ce bâtiment vaste et vide. Nos cultures lointaines, nous qui sommes maintenant si proches. Vous attendez quoi, les deux là? Allez au boulot! Attention là. Il m'est très mal parce que je sors à 5 heures. Ali faisait donc partie de la poignée d'irréductibles qui s'obstinaient à refuser la récupération. Il avait dû lire notre tract dans sa version arabe et il avait pris sa décision sans consulter personne. D'un coup, Ali se met à me parler de sa vie. Village très pauvre au sud du Maroc, famille nombreuse, frères et sœurs morts en bas âge, l'occupation française. Un souvenir surtout lui revient en force. Il y avait un capitaine français dans mon village. Le capitaine avait un grand chien noir. Chaque semaine, c'était une nouvelle famille qui devait nourrir le grand chien noir, avec la viande du tout. Tout le monde avait peur de la semaine du chien noir. Quand on donnait manger à la bête, il n'y avait plus rien à manger pour personne. Nous, les enfants, on avait faim toute la semaine. Ses yeux se brouillent. Je ne sais pas quoi dire. Notre conversation reprend avec des moments de communication et d'autres d'étrangeté. Non, je mange pas de porc, jamais, c'est juif. Comment ça, c'est juif? Juif, c'est un peuple, c'est une religion. Non, juif, ça veut dire c'est pas bien. Juif, c'est envers les autres pour dire pas comme il faut. Il y a une langue juive. Langue juive? Non. Si, l'hébreu. Non, écrire juif, c'est écrire l'arabe à l'envers, c'est écrit pareil, mais dans l'autre sens. Ah oui. Écoute, je sais ce que je dis, je suis juif moi-même. La blague, tu peux pas être juif. Toi, tu es bien. Juif, ça veut dire c'est pas bien. Gouffre de deux langues, de deux univers. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et le hasard nous avait mis face à face. Le hasard, pas tout à fait. La grève et ses suites, plus ou moins directes. Et j'avais en même temps le sentiment d'être très proche d'Ali. Un frère obscur. Un instant surgi de la nuit qui allait le happer de nouveau. Qui ça? Ah, le Marocain avec le tatouage bleu sur le front. Celui qui parle presque jamais et qui sort encore à 5 heures. Attendez-moi. Ah oui, je crois qu'il est plus travailler des bacs à la fin de nuit. Ça passe pas. Finalement, j'appris qu'on l'avait stabilisé à l'usine de Javel, au nettoyage des chiottes. Les travaux forcés ont duré près de 4 mois. Harcelé par d'emploi, épisodiquement nargué par Gravier, j'étais convaincu qu'ils me laisseraient là jusqu'à la fermeture du mois d'août. Ils ont décidé de me déplacer. Retour à l'atelier de soudure. Il fait une chaleur étouffante. Me voici donc adjoint au pontonnier. Allez, mon gars. Kamel! Coiffure bizarre, genre Beatles à la brillantine. Au travail, il porte une combinaison verdâtre serrée à la taille. En civil, c'est autre chose. Blazer à boutons dorés et chaussures pointues.
C'est un faillot, avec une conception de la cadence qui convient bien à Gravier. Ouais, je lui fais confiance. Voilà, c'est dire. Il pour la chaîne sans discontinuer, il règne sur son treuil avec des allures de macro. D'ailleurs, il l'est un peu. Il a du gros de connaissances verticales. Et Barbès! Il profite de son poste pour donner des ordres et le traiter comme son larbin. À 10 mètres devant moi, Mouloud refait indéfiniment les mêmes gestes. Une 2 chevaux faite, une autre se présente. 150 par jour. 33 000 fois dans l'année. Pendant que des gens allaient au cinéma, bavarder, faisaient l'amour, nager, cueillir des fleurs, jouer avec leurs enfants, se coiffrer, parler de la critique de la raison pure, pendant que le soleil se levait sur Grenade, que la Seine clapotait doucement sous le pont Alexandre III, 33 000 carcasses de 2 chevaux ont défilé devant Mouloud. Et chaque fois, il a pris son bâton d'étain, son chalumeau, sa palette. Un jour, je remarque un poste à l'écart des autres. Un ouvrier âgé, seul devant son établi. À côté, une pile de portières abîmées. Les fêlures, les chocs, les parties irrégulières, tout ça c'est pour lui. Il refait tout, il répare tout. Et il empile à sa droite les portières redevenues normales. On dirait un petit artisan. J'ai de nombreux outils à ma disposition, mêlés dans une sorte de bric-à-brac familier où je me retrouve sans hésiter. Et chaque retouche met en œuvre une opération particulière. Ce sont les hasards de l'engloutissage et des collisions qui déterminent ce qu'il y a à redresser. Le plus étonnant, c'est son établi. Un engin indéfinissable avec une allure d'instabilité inquiétante. Cet établi, je le connais par cœur. Je l'ai confectionné moi-même. Je m'appelle de Marcy. Plusieurs qualifications en tôlerie et en soudure. Son âge, sa qualification, tout ça fait qu'il jouit d'un certain respect. On ne le tutoie pas, on évite de le charrier. Même Gravier et Junot modifient un peu leur ton habituel pour lui parler. Presque de la courtoisie. De Marcy, lui, ne se prend pas pour un homme important. Il ne demande rien à personne. Personne ne lui demande rien. Pourtant, en cette deuxième quinzaine du mois de juillet, une menace rôde autour de lui. Il est dans le collimateur de l'organisation du travail, mais il ne le sait pas encore. Il y a du changement dans la production. Sur la chaîne des 2 chevaux, on vient de produire des nouvelles bagnoles. J'en ai 8. Toutes les 4 ou 5 de chevaux, une à 8. Du coup, là c'est le bordel. Rationalisation, comme ils disent. Tu vois, je crois me mettre en douce. Je me mets derrière le gars qui travaille, clique dans la poche. Le gars fait ses mouvements habituels, claque à la fin de l'opération. Ni vu ni connu, on vous met tout ça en fiche. On vous décompose et on vous recompose à un dixième de seconde près. Et un beau jour, on vient vous changer de bonne notation. Eh oui, ils ont fait des calculs. Hein. Voici mon nouveau temps, mon vieux. Eh, j'y suis pour rien, moi. Hein, et on se tire vite fait. Rationalisation. Pourquoi maintenant? C'est le bon moment. Il ne faut rien au hasard. Dans 15 jours, c'est les vacances. Trop tard pour déclencher une grève. Les immigrés n'ont qu'une seule chose en tête. Les congés au pays. La cohue dans les agences de voyage. L'usine est fiévreuse. Ceux qui ne pourront pas partir parce qu'ils n'ont pas le sou, ou personne à retrouver là-bas, errent comme des âmes mortes, indifférents à tout, blessés par cette agitation qui les exclut involontairement. Pour ceux qui partent, la tête est déjà là-bas, avec les parents, la femme, les enfants, les amis. La tête là-bas. Ici, seulement le corps à disposition. Mais ça nous suffit à Citroën. Le corps. Tant mieux même. Si la tête est partie, on va en profiter. Rationalisation. D'ici un an choisi va fermer. Citroën, ils vendent terrain, ils rasent tout, il y aura des immeubles. Au prix du mètre carré à Paris, hein. Pleine opération, hein. Le personnel sera fractionné, muté un peu partout. Ceux qui ne voudront pas pourront s'en aller. Pourquoi de Marcy?
jamais de pépin sur son poste. Les portières retouchées impeccables. Alors, Poste R82. allez. Remplacement établi. Installer un modèle F675 à inclinaison variable. Mardi 22 juillet, 8h15. Deux types arrivent avec un gros treuil et descendent d'un engin de fonte massif, non sans mal, à l'emplacement de Marcy. Un cube noir, surmonté d'un plan incliné pour poser la portière, deux écrous sur les côtés pour caler, c'est tout. Ça alors? On va répondre. C'est quoi ça? La chaîne redémarre. Va bien falloir que le vieux essaye de suivre. Sinon, c'est la catastrophe. Le rythme de Demarcy est cassé, plus moyen de procéder comme avant. Atelier chauffe-dur, on s'engloutit. Pour de Marcy, ça ne s'arrange pas, il est tout juste à flot. Qu'il loupe une ou deux portières, et il coulera. On s'arrache à la somnolence. On reprend les outils. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? L'atelier est envahi. Blouse bleue et blanche. Combinaison de rigueur. Complet veston cravate. Il marche d'un pas décédé. Sur un front de 5 mètres, un échantillon complet. Les visages profitent de vieux importants. Et les visages studio à lunettes de jeunes ingénieurs, rapides et courts devant. Monsieur le directeur, bonjour. Oui. Alors les chiffres. Ouais, soyez précis, soyez bref. Je comprends vite, mais mon temps, c'est beaucoup d'argent. Et puis, d'un beau mouvement d'ensemble, il se transporte vers Demarcy. Il s'agglutit. Ah, ça c'est un modèle F675, à inclinaison variable. Vous voyez, rationalisation, profil De temps en temps, je désigne Demarcy en train de travailler. Il me semble alors assister à une démonstration d'hôpital avec professeur, interne, infirmier, où le vieux ferait le cadavre. Des années d'expérience. Vous y êtes d'un coup. Demarcy dévisse, revisse, martèle, rougit, gêné parce qu'il vient de faire une opération en trop. Merde! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors écoutez, vous, je vous observe depuis un quart d'heure, vous faites n'importe quoi. Oh, monsieur On Guéret, vous montre une installation moderne. Et voilà ce que vous en faites. Bah, reprenez-vous de Marcy, hein? On se demande parfois comment ils obtiennent leur CAP. Oh! Ah oui. Quelle crapulerie! Il le sait bien, Gravier, que le nouvel établi ne vaut rien. Il le sait bien que c'est pas sa faute au vieux. Tout l'atelier de soudure connaît Demarcy, sa précision, son expérience. Personne ne dira. On ne tient pas tête à un directeur du niveau de Pinot. Le vieux dut ravaler son humiliation jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de sa journée de travail. Quelques jours plus tard, ils revinrent chercher le cube et remirent en place le vieil instrument du vieux. Demarcy reprit ses retouches sur son établi, comme avant. Mais il y avait à présent une sorte de frayeur dans ses yeux. Parfois même il loupait une portière. Peu après il tomba malade. Rationalisation. Mouloud et Mohamed sont venus me voir. Il faut résister, les gars. Il faut relancer le comité et préparer une action. Mais là, c'est les vacances. Alors en fait, vous devez attendre. Je suis d'accord. Dès la rentrée, on remet ça. Les réunions, les tracts dans toutes les langues, affichés aux chiottes, circulant sur les chaînes sous le manteau, avec tous ceux qu'on connaît. Sadoc, Christian, Georges, Mouloud, les Espagnols, les Maliens, et Simon,
30 juillet 1969. Encore quelques minutes et on arrête pour un mois. On me convoque au bureau central, de l'autre côté de l'avenue Choisy. Je suis licencié avec préavis. Compression de personnel. Je refuse de signer le solde de tout compte. Comme vous voudrez. Ça n'a aucune importance. Rien à faire sur le plan légal. La direction a respecté les formes. Ils ont bien joué, les salauds. J'aurais préféré un licenciement plus épique. Je repars dire au revoir aux camarades de l'atelier. Trop tard. L'usine est fermée. Tout le monde est sorti. Le gardien a décrafé sa veste et enlevé sa casquette. Il y a 10 minutes, la production de 2 chevaux marchait à plein. Plus personne. Je regarde l'usine. Le soleil tape dur. Les filles passent en robe légère. J'allume une cigarette. Je vais vers le café des sports, à Palan. Tiens, Kamel, le cantonnier en tenue civile. Toujours l'air aussi macro. Toujours l'air aussi macro. Blazer, pantalon à pattes d'éléphant, incroyable cravate multicolore. Il se dandine en me voyant arriver. On dirait qu'il m'attend. Qu'est-ce qu'il veut, Kamel? Je n'ai pas trop envie de lui parler. Il y en a tant d'autres que je voudrais retrouver en ce moment, et il faut que ce soit justement Kamel qui m'attende. Aucun ami à qui me confier. J'aurais tant envie de parler à Primo, à Georges, à Christian, à Mouloud, à Ali, à Simon. Personne. Il faut attendre. Juste Kamel là, devant le café des sports. Kamel à qui je n'ai rien à dire. Lui, par contre, semble vouloir engager la conversation. Je suis lourdé. Ouais, je sais, on me l'a dit. Écoute, on m'a proposé de l'argent pour que je provoque une bagarre avec toi. Ils voulaient te licencier comme ça. Et alors? Alors j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'argent. Pas de cet argent-là. Il n'a plus rien de son arrogance. Il a l'air gêné. De quoi? Qu'on ait pensé à lui pour ce sale boulot? De me le dire? Brusquement, il prend congé, il disparaît derrière le coin de la rue. Je suis sûr qu'il a dit vrai. Je me doute même que c'est Danglois qui a fait la commission. Je pense. Kamel aussi, c'est la classe ouvrière.